Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là je vais commencer ma série de vidéos qui concernent le Canada parce que demain j'ai ma citoyenneté, donc je me sens un peu légitime quand même de vous partager tout ce que je sais ici. Ça va faire maintenant, l'année prochaine ça fera 9 ans que je suis dans la province du Québec, à Montréal. Et on a vécu beaucoup de choses. En tout cas, la vidéo d'aujourd'hui, ça va être autour du sujet de l'investissement immobilier, donc tout ce qu'il faut savoir avant d'acheter, surtout en tant que Français. En fait, le modèle européen il est très différent du modèle américain. Et donc nous, avec mon conjoint, on a acheté deux biens immobiliers, le premier en 2020, le deuxième en 2023, et on a d'autres projets aussi à venir. Et dans tout ce process, on a eu beaucoup de surprises, parfois mauvaises. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous partager tout ce que je sais, tout ce qu'on a vécu, les erreurs à éviter. Et comme ça, si vous vous lancez dans ce projet, voilà quoi, vous serez un petit peu rodé. Allez, sans attendre, on commence. J'ai pris quelques notes parce que forcément, il y a beaucoup de choses à dire et je veux vraiment être sûre de rien louper. Alors déjà, le premier point, c'est qui peut acheter au Canada. Je vais vous partager ce point-là parce que moi, quand je suis arrivée en 2017 et j'ai commencé à me renseigner, on m'a dit non, mais sans la résidence permanente, tu ne peux pas acheter, que ce soit les courtiers, les banques. Finalement, c'est possible, mais il y a des conditions et je vais vous partager lesquelles. Alors déjà, les travailleurs temporaires, donc tous ceux qui viennent en PVT ou même les étudiants, peuvent investir avec les conditions suivantes. Dans un premier temps, les travailleurs temporaires, il faut avoir un permis de travail valide depuis au moins 183 jours lors de l'achat. Il faut aussi que ce soit une propriété résidentielle. Ça veut dire qu'il faut que vous habitiez dedans. Vous ne pouvez pas acheter pour faire louer, à part si vous achetez un plex. Donc un plex, c'est un bâtiment avec 2, 3, 4, bref, plusieurs appartements. Donc si vous êtes propriétaire de ce plex mais que vous habitez dans un des logements et que vous donnez les autres en location, ça fonctionne. Il faut que ce soit votre premier achat dans le pays et vous devez avoir un apport, donc ils disent ici une mise de fonds de 5% sur le premier 500 000 que vous mettez, et si vous mettez plus, ce sera encore 5% de plus. Alors pour les étudiants, alors il faut d'abord être inscrit dans un programme d'études dans un établissement. Ensuite, il faut avoir résidé au Canada au moins 244 jours durant les 5 années précédentes. Le prix de l'achat, ça doit être moins de 500 000. Vous devez avoir une mise de fonds de 5%. Il faut aussi avoir impérativement 5 années de déclaration de revenus. Et il faut que ce soit le seul et unique bien que vous ayez dans le pays. Il faut savoir une chose, c'est que depuis janvier 2023, les étrangers, donc ceux qui n'ont aucun visa ni rien, qui pouvaient investir avant ici facilement au Canada, ne peuvent plus. Alors les différents types de biens dans lesquels vous pouvez investir au Canada, ce sont dans un premier temps les maisons. Ensuite on a des plex et aussi des townhouses. Elles sont construites principalement en bois, en briques et en pierre. Et enfin on a des condos. Donc les condos, c'est dans les grands bâtiments avec plusieurs unités. Eux, ils sont faits en béton. Retenez bien, ils sont faits en béton, fondation et étage. Pourquoi je vous précise ça? Parce que quand on arrive au Canada et que on loue quelque chose, généralement on se dirige vers des condos. Donc c'est un certain confort de vie. On n'entend pas les voisins, pas de problème d'humidité. Voilà, ça ressemble un petit peu aux constructions qu'on pourrait avoir en France. Si vous faites un achat dans un plex, ça peut être un peu la douche froide si vous n'êtes pas au courant. Parce que dans un plex, comme je l'ai dit, c'est construit en bois. Donc tout ce qui est insonorisation, vous pouvez rêver. On va entendre de ouf les voisins en haut, à droite, à gauche. Ok? Ensuite, il peut y avoir des problèmes d'humidité, des problèmes d'insectes. C'est vraiment fait d'une manière que ça vieillit mal. Ça demande beaucoup d'entretien. On va en revenir plus tard. Et si vous voulez savoir pourquoi ici on construit en bois, c'est une histoire de résistance aux conditions climatiques. Donc ça, c'est vrai que ici il fait très froid, des fois moins 20, moins 30. Ensuite, il y a aussi une question d'écologie, parce que c'est sûr que la production en fait de béton, ça produit beaucoup de dioxyde de carbone, donc c'est pas super bon pour l'environnement. C'est aussi moins coûteux que le béton. Ça maintient la chaleur 7 fois plus que le béton. Moi, je vous partage ça parce que c'est vrai que vous pouvez être très surpris quand vous passez d'un condo à une autre construction ici en bois où vous avez des voisins qui sont à côté, à droite, à gauche et que vous entendez tout. Ça peut être un peu la douche froide parce que le son passe beaucoup. Il passe beaucoup. En plus, si les structures sont en acier, on entend les vibrations, on entend dans les tuyaux, le son passe partout. Donc je préfère en tout cas vous prévenir, c'est des constructions qui sont assez standards au Canada,
dont nous, on n'est pas habitué quand on vient d'Europe, en tout cas de France. Il faut être au courant de ça pour ne pas avoir une mauvaise surprise. Et si vous faites un achat sur plan, c'est important de demander c'est qui le constructeur pour être certain de la réputation et la fiabilité du constructeur sur le projet. Moi, ça m'est arrivé d'aller dans un bâtiment qu'ils avaient déjà construit pour demander aux gens, les propriétaires qui étaient dedans, comment ils se sentaient en fait dans cette construction. Est-ce qu'ils entendaient les voisins, est-ce que les portes aussi elles étaient bien blindées. En fait, j'ai posé toutes mes questions en me disant est-ce que j'investis dans ça ou j'investis dans ça. Donc je vous dis, soyez culottés, il faut demander vos trucs parce que quand on met de l'argent comme ça, il faut pas blaguer. On ne doit pas blaguer avec nous, hein. Je vais le mettre comme ça parce que j'ai l'impression là je suis un peu éblouie par le soleil. J'espère que ça va aller pour la luminosité. Donc toujours dans la partie de nouvelle construction, assurez-vous d'avoir une garantie et une protection pour couvrir les défauts potentiels. Parce que quand on achète sur plan, on ne sait pas comment ça va être construit, on ne sait pas à quoi s'attendre sur les matériaux qui vont être utilisés, parce qu'ils vont nous dire quelque chose, mais est-ce que ça va être réellement ça? Donc assurez-vous de toujours vous couvrir du mieux que possible sur tous ces genres de détails que vous ne maîtrisez pas au début de l'achat. Ensuite, vérifiez bien qu'ils sont conformes, est-ce qu'ils ont une licence valide, pour éviter les problèmes et sécuriser votre investissement. Moi, je dis ça parce que on sait jamais, même demain là, s'ils font faillite, vous récupérez pas votre argent. Donc toutes ces infos, c'est super important parce qu'à la fin de l'histoire, c'est pour votre pomme. On va partir du principe que là, vous achetez un logement pour le faire louer. Peut-être habiter dedans, mais aussi il y a des unités en location. Donc généralement, quand vous partez sur un projet comme ça, vous achetez un plex. Parce que townhouse, c'est pour vous, maison, c'est pour vous, dans un condo, c'est pour vous. Donc là, on part sur l'idée d'un plex. Donc ça veut dire qu'on va partir sur un triplex, un peu comme notre exemple. C'est pour ça que c'est tellement facile là pour moi de vous partager cette expérience. Parce que nous, là, celui qu'on a acheté actuellement, là où je vous parle, c'est dans un triplex, mais on a juste une unité. Donc là, on habite dedans, on ne gère pas de locataire ni rien du tout. Quand on l'a acheté, on n'a pas regardé tout ça parce que dans tous les cas, on allait habiter dedans. Maintenant, pour notre triplex, quand on a acheté, forcément, comme tout le monde, on va regarder d'abord le revenu annuel. Le revenu annuel, ça correspond à ce que les loyers rapportent en fait sur l'année. Il y a un calcul de rentabilité, je vous le mettrai là. Et vous allez vous baser sur ça. Ou vous allez vous baser sur le revenu potentiel en vous disant oh ok bon aujourd'hui peut-être que les locataires ils payent des loyers qui sont bas donc le revenu annuel n'est pas intéressant mais de toute façon dès que j'achète les locataires bye bye et comme ça je fais tout pour faire louer au loyer du marché, comme ça j'atteins mon revenu potentiel. Donc ça c'est la stratégie que tout le monde pense pouvoir faire mais erreur. Erreur parce qu'en fait il y a beaucoup de conditions ici, ça ne marche pas aussi facilement. Et je vais vous expliquer un peu, parce que si vous avez suivi ma story time de avant, la dernière fois j'ai raconté ma story, c'est pas pour rien. Moi ici là, je partage pour que ça rentre dans la tête de tout le monde. Donc, je vous explique. La règle numéro 1 quand vous achetez, ok, donc là on est toujours sur un triplex, n'oubliez pas, vous avez des locataires, on part sur ça. Vous ne pouvez pas expulser comme ça, à part si vous voulez reprendre un logement pour vous ou vos enfants ou un proche de la famille. Enfin, voilà, il y a aussi des conditions à ce niveau-là. Franchement, c'est pas facile de reprendre un logement. Mais s'il y a un logement qui est libre sur 3, il va falloir justifier que vous voulez pas celui qui est libre, vous voulez celui où il y a déjà quelqu'un. Ça veut dire que vous allez sûrement aller au tribunal parce que forcément le locataire il va dire non mais je te donne pas. Donc vous allez rentrer dans une procédure avec le tribunal et tout ça là. Il va falloir justifier que celui qui est libre n'est pas agencé de la même manière que l'autre. Vous pouvez perdre comme vous pouvez peut-être gagner. Sinon, ce qui peut se passer, c'est que vous gagnez, mais le TAL va vous dire « Ok, vous pouvez reprendre le logement, mais vous devez verser des indemnités aux locataires pour qu'ils partent et payer son déménagement. » C'est pas obligatoire, mais il y a de fortes chances que vous gagnez de cette manière en donnant une indemnité. Donc, il faut se mettre ça en tête. Ça veut dire money, encore une fois, money. C'est pour ça que quand vous achetez, il faut bien calculer, Il faut toujours avoir sa marge de divers et variés, de je ne sais pas, de grosses merdes, ok? Si vous reprenez un logement et que vous faites louer par derrière, je crois qu'il faut attendre une année au moins. Parce que si c'est fait dans l'année que vous avez repris et que le locataire s'en rend compte, et il y en a qui font ça, hein, ils observent à la loupe le propriétaire, ok, est-ce qu'il habite dedans ou il habite pas? Ah, il habite pas. Procédure au TAL. Et vous allez devoir au moins 20 000, voire plus à ce locataire, vous vous rendez compte? C'est pour ça que les locataires, ils savent ça, et puis bah, s'ils peuvent gratter, ils vont le faire. Donc je pense qu'il faut quand même être un minimum honnête quand vous faites vos choses, ou bien stratégique, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Si la personne a 65 ans ou 70 ans, je ne sais plus pour l'âge, ça s'appelle les droits de locataire aîné, et que ça fait 10 ans qu'il habite dans le bien,
vous pouvez pas virer, vous pouvez pas virer. Donc si là, il habite dans un 5,5, donc ça veut dire un appart avec 3 chambres, et qu'il paye 500 $ de loyer, c'est pour votre pomme. Ça va rester jusqu'à qu'il dead en fait. Cet appartement-là ne vous rapportera pas de bénéfice. Mettez-vous ça en tête. Parce que souvent, je voyais des triplex pas trop chers, mais vraiment beaux, stylés et tout. Et là, je voyais revenus annuels. Et puis là, je me renseigne avec mon agent et il me dit ouais, mais en fait, ça, c'est une personne âgée. Et voilà. Si vous voulez reprendre pour rénoviction, donc ça veut dire que vous voulez faire des grandes rénovations, ça marche que pour un agrandissement ou vraiment où vous refaites toute l'électricité à la limite. Si le travaux que vous faites n'est pas compris dans les conditions d'une rénoviction, vous allez devoir relocaliser le locataire. Hein. C'est à vous de le faire. Ça veut dire que vous allez devoir lui payer son hôtel. Et je crois même l'alimentation et tout ce qui est lié en fait à son confort de vie. Donc voilà, moi je vous partage. Je vous partage toutes les infos que je sais. Après, vous faites vos choix. Plus vous savez, mieux vous allez savoir ce que vous avez à faire, ok? Donc voilà. Regardez bien aussi, et ça c'est un point très important, et c'est là où mon conjoint et moi on s'est fait nick, si vous avez suivi ma story time, c'est de vérifier le profil des locataires. Ça veut dire que nous, en fait, dans nos têtes, on s'était dit, ah c'est trop bien, le logement, en fait, il y a déjà des loyers qui sont au prix du marché à peu près. Ok, il y en a une à payer un peu moins cher, mais c'est pas grave, dans nos têtes, il y en avait un qui était libre en plus, donc on s'était dit, ah bah c'est cool, lui on va le mettre au prix du marché, lui il est à peu près, et lui il y est pas, mais c'est pas grave, il y a bien un moment, elle va partir, bref. Au final, on n'avait pas vérifié les profils, ce qui fait qu'on avait une en haut qui était une mauvaise payeuse depuis des siècles et des siècles. Ça veut dire qu'elle avait des dossiers au tribunal avec plusieurs anciens propriétaires depuis des années. Elle les a jamais remboursés. Elle en avait au moins 6 là, des dossiers. Je sais pas combien, mais en tout cas, elle en avait beaucoup. Et plus les nôtres. Puisque, en fait, au moment où on a acheté, elle a arrêté de nous payer. Donc on a perdu beaucoup d'argent par rapport à ça. Et c'est pour ça que je vous partage ça. Parce que moi je ne veux pas vous perdre de l'argent comme nous on a perdu de l'argent. Nous on a été très surpris. Ça nous a pris un petit peu au moral, je vous cache pas. Au-delà de l'argent, des fois c'est vraiment qu'on n'est pas prêt. Il faut se préparer, surtout quand vous avez des enfants et tout. C'est des choses que vous n'avez pas envie de traverser. Surtout que c'est un projet, on calcule tout, on se dit que ça va fonctionner de telle ou telle manière. Mais quand on a des imprévus comme ça qu'on n'avait pas anticipé, bah, ça peut faire super mal. Et c'est pourquoi c'est important de le savoir. Si vous avez un mauvais payeur ou que la personne a déjà un dossier au TAL, franchement, c'est bon de le savoir. Donc dès que vous allez acheter, vous vérifiez les profils. Mais surtout, ça peut être un point de négociation. Parce qu'une personne qui ne paye pas peut ne pas payer pendant 3-6 mois. Ça peut aller jusqu'à 1 an le temps des procédures. C'est pourquoi, si vous voyez son nom au TAL, mais d'office, point de négociation, ou n'achetez pas. Ou si vous avez l'argent, allez-y. Mais ça vient avec son lot de problèmes et charges mentales. Voilà. Il faut aussi vérifier les bails. Donc voilà, nous on a fait une deuxième erreur. Si vous voulez, nous c'est un duplex qui a été reconduit en triplex. Donc il y avait 2 compteurs électriques. Donc ça veut dire que le compteur du demi-sous-sol, il était lié avec celui du milieu. Le troisième, il avait un indépendant. Sinon les deux apparts restants, ils sont partagés un. Et en fait, le truc, c'est que avant, la locataire d'en bas, elle vivait avec sa mère qui était au-dessus. Donc, sa mère payait pour elle. Du moment que sa mère, elle est partie avant elle, bah, dans le bail qui était en demi-sous-sol, ça n'incluait pas l'électricité vu que c'était sa mère qui payait. Donc, à la fin, ça a fini que c'est tombé sur nous. C'est nous qu'on a payé l'électricité. En fait, dans nos têtes, on s'était dit qu'on fera installer le compteur pour son appart et que du coup, bah, elle n'aura pas le choix de payer puisque du coup, bah, c'est l'électricité qu'elle consomme. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Il a fallu qu'on retourne au TAL, qu'on fasse le procès. Donc en fait, tout va au procès du tribunal et ça prend du temps. Donc il faut avoir le temps et l'énergie de lancer toutes les procédures, de suivre ça, parce que c'est des mois et des mois. Et il faut avoir aussi le dos large financièrement. Pour des biens que vous allez mettre à louer par la suite, je pense qu'il y a des choses qui sont importantes à savoir. Dans un condo, c'est facile à louer. Généralement, c'est assez facile à louer parce que c'est quand même des biens qui sont bien entretenus, qui sont bien construits. Vous avez moins d'entretien dans ce type d'habitation, donc voilà, vous n'aurez pas de toiture à faire, vous n'allez pas avoir d'électricité à refaire, de la plomberie. Les revenus sont généralement assez hauts. Par contre, il y a des charges communes qui peuvent être très chères en fonction de s'il y a un ascenseur, une salle de sport, une piscine, bref. Tous ces luxes-là, ça se paye et ça peut être des fois des 1000 $ par mois. J'exagère un peu, mais ça arrive. Ça peut être super cher, il faut avoir le portefeuille pour ça. Un autre point aussi négatif dans les condos, c'est que l'équité, elle n'est pas très grande. L'équité, c'est la valeur que ça aura augmenté.
Généralement ça augmente pas beaucoup, ça augmente c'est sûr, mais ça augmente pas de fou comme un plex, parce que les plex c'est beaucoup en demande, ils en construisent de moins en moins, et en plus dans les plex le point positif c'est la diversification des revenus qui aide à payer l'hypothèque, parce que voilà, d'un appart à un autre, ça peut être plus ou moins cher. Ici il y a une chambre, là-bas il y a 3 chambres, là il y a 2 chambres, il y a un parking, là lui il a pas de parking, l'autre il a le garage, l'autre il a un locker, bref vous pouvez jouer sur toutes ces variables et faire augmenter un petit peu le loyer par rapport à ça, contrairement à des condos. Et c'est quand même des biens qui peuvent accueillir des familles, qui sont quand même plus abordables que dans les condos, parce que voilà, un condo avec 2 chambres, 3 chambres, on s'entend, c'est généralement plus cher. Et sachez aussi que les plex, ça a beaucoup d'entretien, je l'ai dit précédemment, mais c'est beaucoup d'entretien, donc il faut avoir la capacité en fait de refaire des fenêtres, et mettre des clims, c'est des anciennes bâtisses en fait. Il y a des choses qui datent de 1950, 1920, donc voilà, faut pas penser que vous allez acheter ça et le faire louer de la même manière. Non, je pense que pour faire valoir un bon loyer, il faut aussi que ce soit confortable pour les locataires. Donc c'est à vous aussi d'injecter de l'argent de sorte que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Si vous avez une bonne stratégie à mettre en place pour votre projet, ça peut devenir bénéf très très vite. Après c'est encore à vous de voir qu'est-ce que vous achetez, qui sont les locataires, quels sont vos moyens, où est-ce que vous achetez, dans quelle économie vous achetez. Il y a beaucoup de choses à vérifier avant de se dire ok là ça va devenir bénéf. Aussi notez que vous pouvez faire passer toutes vos dépenses courantes. Donc les dépenses courantes c'est tous les travaux qui sont liés à l'amélioration de la bâtisse. Donc vous pouvez récupérer en fait dans les taxes. Ça peut être des travaux, ça peut être des déplacements, ça peut être, je sais pas, vous avez refait la peinture, la plomberie, bref, tout pour améliorer votre bien. Vous pouvez faire déduire de vos taxes. Donc c'est hyper intéressant et moi la stratégie que je vous partage là, ça serait de ne pas habiter dedans dans un premier temps. Je vais parler des taux parce qu'en France, il n'y a pas ce point. Nous, quand on a acheté, on ne comprenait pas trop cette histoire de variable et fixe. Parce que si je ne me trompe pas, en France, c'est toujours le même taux pour tout le monde pendant 25 ans. Un truc comme ça. Ici, vous pouvez prendre fixe, donc ça va être pendant 5 ans et ça se renouvelle au bout de 5 ans, ou variable, donc ça monte et descend en fonction de l'économie et tout. Faites bien votre choix en ayant bien évalué ce qui se passe dans le monde. Quand il y a une guerre, quand il y a des élections et quand il y a une pandémie, toutes ces choses-là qui peuvent changer l'économie dans un pays vont changer le taux. Donc ça peut monter en flèche comme ce que ça a fait, ça peut descendre aussi. Donc en fonction de ça, ça va vous permettre de savoir si c'est plus avantageux pour vous de choisir un taux variable ou un taux fixe. Si vous prenez variable, il faut avoir la capacité de se dire que si ça augmente, bah, vous allez avoir les épaules pour le faire. Parce que ça peut vraiment devenir un enfer selon la décision que vous allez prendre. Parce que là, il y a des gens qui sont obligés de revendre là, dans la précipitation. Le taux est juste super élevé, donc ils peuvent même pas trouver une solution pour rembourser ça, donc c'est obligé de revendre des fois à perte. Bon, c'est rarement à perte, mais en tout cas, ils se font pas la marge qu'ils auraient pu se faire s'ils avaient attendu un marché qui est plus intéressant, vous voyez. Ensuite, là, je vais vous donner des conseils, peut-être bateaux, mais qui sont importants, ok? Si vous avez acheté un duplex qui a été reconverti en triplex, vérifiez bien et demandez ça en fait aux propriétaires. Si les constructions ont été faites légales à la ville et qu'ils ont eu le permis de construction, qu'ils ont... Enfin, c'est légal quoi, qu'il y a une adresse et tout, parce que des fois c'est fait comme ça et après ils revendent, mais les constructions n'ont pas été faites dans les règles et s'il y a un inspecteur qui vient, c'est pour votre pomme, c'est-à-dire c'est vous qui allez payer, c'est vous qui allez rattraper tout ça. Il y aura forcément des travaux à faire et dans un temps imparti, je vous partage ça parce que c'est des choses qui peuvent arriver. N'hésitez pas à changer d'agent immobilier. Si vraiment vous n'arrivez pas à avoir l'accompagnement que vous voulez, nous on a eu du mal pour cet achat-là, on a changé 2 fois d'agent immobilier parce qu'ils n'étaient pas assez carrés, pas assez minutieux. Des fois c'est que du verbal, mais quand on leur demande donnez-nous les plans ou quelque chose, il n'y avait rien. Et c'est vrai que quand nous on vient de France, on a beaucoup de process en France et beaucoup de choses légales. Ici, c'est à l'américaine, ça va très très vite. En moins d'une semaine, vous pouvez avoir acheté une maison à 1 million. Vraiment, ça se passe super vite. Dès qu'il s'agit de s'endetter, vive l'Amérique. Donc faites attention parce que ça change beaucoup de la France. Ne vous rushez pas trop, ne soyez pas trop émotionnel dans chacun de vos pas, réfléchissez bien en fait. Ce qui est important en plus, c'est avoir son réseau. Si vous avez un bon agent immobilier, un bon conseiller financier, un bon inspecteur pour les travaux, travaillez avec les mêmes. Le plus que vous allez avoir d'informations, un meilleur réseau et tout ça, le mieux que vous allez faire vos choix dans tous ces projets d'investissement en fait. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, ça m'a fait plaisir de vous la faire. Beaucoup comme nous sont issus de familles qui n'ont pas d'héritage et de connaissances
sont pas sachants sur tout ça. Et la moindre mauvaise décision peut faire sombrer en fait. Donc voilà, moi je trouve que c'était important pour moi de vous partager tout ça parce que si vous êtes comme nous, si je peux vous aider d'une manière que vous preniez un peu d'avance ou qu'au moins vous vous achetez en connaissance de cause, ça me ferait plaisir, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'aurai des prochaines vidéos pour le Canada, ça va être l'immigration, nos premières expériences ici, professionnelles. Voilà, je vais parler de beaucoup de choses, donc si ça vous intéresse, restez connectés et abonnez-vous et n'hésitez pas si vous avez des questions, je y répondrai avec beaucoup de plaisir. Je vous fais des bisous et à la prochaine, bye!